Bien, c'est notre deuxième étape. Donc nous avons vu lors de la première que la nation n'était ni une race, ni une ethnie, ni une langue, ni une culture, ni une religion. Nous allons voir qu'elle est pour Ernest Renan un principe spirituel. Un principe spirituel au sens où elle est l'expression et l'émanation de la volonté des hommes. Les hommes, dit Ernest Renan, sont des êtres raisonnables et moraux. Leur existence ne se réduit pas à leurs racines. Ils sont essentiellement ce qu'ils décident d'être, par-delà leurs origines. Et c'est par ce pouvoir commun qu'ils ont de décider de leur existence qu'ils sont précisément des hommes. Renan insiste particulièrement sur ce point. Toutefois, si la nation n'est jamais un pur donné que les hommes sont condamnés à subir, si elle est toujours quelque chose de volontaire, si elle est quelque chose qui ne peut exister sans l'intervention de la volonté des hommes, elle n'est pas pour autant une pure construction de la volonté, sans épaisseur historique, sans profondeur historique. C'est ce que nous allons voir maintenant. Et c'est pourquoi il faut examiner avec attention la définition que Renan donne de la nation dans la dernière partie de sa conférence, dans sa troisième partie. Alors je cite le propos, je fais bien sûr quelques coupes. Il commence comme cela. Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre est dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage que l'on a reçu indivis. Et je poursuis plus loin. Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé, elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible, le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. L'existence d'une nation est, pardonnez-moi cette métaphore, un plébiscite de tous les jours, comme l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de vie. Alors donc, si l'on définit la nation comme le fait Renan, si on la définit comme un plébiscite de tous les jours, qui consiste dans la volonté de continuer à faire valoir une histoire commune, eh bien on s'écarte ici d'une définition purement volontariste de la nation. Et cette conception purement volontariste de la nation, c'est celle qu'en ont d'abord donnée effectivement les révolutionnaires français de 1789. La nation se définissait, selon eux, comme un édifice bâti à partir d'un lien contractuel. Elle était considérée comme le produit des volontés individuelles, s'accordant sur un intérêt commun. Elle désignait en définitive l'ensemble des sujets contractants qui décident de remettre le pouvoir à la volonté générale. Ainsi conçue, la notion de nation ne différait pas foncièrement de la notion de peuple. Et l'identité nationale se résorbait entièrement dans la citoyenneté. Mais si l'on examine attentivement la définition de la nation donnée par Ernest Renan, eh bien nous voyons qu'elle donne à la nation une épaisseur historique que les révolutionnaires français, justement, lui avaient enlevée. Comme l'explique Renan, d'ailleurs dans la première partie de sa conférence, en s'appuyant sur plusieurs exemples, je cite, « La nation moderne est un résultat historique, amené par une série de faits convergents dans le même sens. » Ainsi, si nous prenons l'exemple de la France, elle n'est pas née en 1789, même si, bien sûr, l'épisode de la Révolution joue un rôle important. Et ici, il faut distinguer avec Renan la question des origines d'une nation de la question de son principe. Il faut distinguer ces termes. Le lien national est le produit d'une histoire
qui a commencé pour les Français bien avant la Révolution de 1789. Mais, c'est vrai, c'est en 1789 que se trouve pour la première fois formulé en France ce que Renan appelle le principe des nations. C'est-à-dire le principe selon lequel une nation existe et se définit avant tout par la volonté de ses citoyens, par la volonté de ses membres. Je cite encore ici Ernest Renan, « C'est la gloire de la France d'avoir, par la Révolution française, proclamé qu'une nation existe par elle-même. » Ainsi, s'il est vrai que la nation a une épaisseur historique qui explique qu'elle existe déjà de manière obscure avant de prendre conscience d'elle-même, il reste que c'est par cette prise de conscience, c'est par l'affirmation de son autonomie politique qu'une nation devient pleinement elle-même, comme le montre l'exemple de la Révolution française. Et c'est grâce à une telle prise de conscience qu'il est d'ailleurs possible de donner une juste définition de la nation, comme le fait maintenant Ernest Renan. Alors si j'examine à nouveau précisément cette définition, la définition que donne Renan, cette définition comporte deux éléments, le passé et le présent. Et ce sont là, comme le précise Renan, deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une. L'existence d'une nation résulte en effet de leur amalgame. Alors comment expliquer cet amalgame ? Simplement parce que les hommes d'une nation ne peuvent vouloir continuer de vivre ensemble sans la mémoire d'un passé commun. L'appartenance nationale résulte d'un choix qui est toujours fait au présent, mais ce choix ne peut s'effectuer que si les hommes qui le font s'appuient sur un passé commun. La mémoire de ce passé, c'est avant tout la mémoire d'actions et d'œuvres mémorables qui méritent d'être retenues, et c'est aussi la mémoire des sacrifices et des souffrances partagées par les membres de la même nation. Je cite ici quelques extraits de la conférence. Un passé héroïque des grands hommes de la gloire. J'entends la véritable gloire, dit Renan. Donc, je reprends ce passage. Un passé héroïque des grands hommes, de la gloire, j'entends de la véritable gloire, précise Renan. Voilà le capital social sur lequel on assied une identité nationale. Et puis plus loin, il écrit encore, avoir souffert, joui, espérer ensemble, voilà ce qui vaut mieux que des douanes communes et des frontières conformes aux idées stratégiques. Voilà ce que l'on comprend malgré les diversités de races et de langues. Ainsi, donc sans cette mémoire commune, il n'y a pas de réunion possible des hommes en une nation. La volonté de vivre ensemble ne peut pas exister à partir de rien. Elle ne peut pas exister en l'absence d'un passé commun. Mais pour autant, ce passé n'est pas déterminant au sens où il serait la cause nécessaire du présent. Si c'était le cas, on ne pourrait pas parler de l'existence d'une nation comme d'un plébiscite de tous les jours. Ainsi, le rapport qu'entretiennent les hommes avec le passé commun n'est pas un rapport subi, c'est un rapport voulu. Il est de l'ordre du consentement, selon le terme ici d'Ernest Renan. Comprenons par là que le passé n'a de poids que parce que les hommes se reconnaissent comme ses héritiers, que parce qu'ils lui font allégeance. L'élément déterminant n'est en tout cas pas le passé, c'est le présent, c'est bien le présent. C'est-à-dire que sans la volonté présente des hommes de continuer la vie commune, eh bien la nation ne peut pas se maintenir. Elle ne se maintient en vie que par leur consentement constamment renouvelé. Il est donc clair qu'une nation sans mémoire ne peut pas exister, puisque pour vouloir perpétuer son existence, il est nécessaire à ses membres, il est nécessaire que ses membres se rattachent donc à son passé commun. Alors cette mémoire, justement, eh bien, cette mémoire, pour l'essentiel, est une mémoire affective. Elle valorise les héros de la nation, elle commémore les grands événements de l'existence passée, elle rappelle les épreuves communes, afin de soutenir les hommes dans le présent, dans leur désir de poursuivre la vie en commun,
Mais comme toute mémoire, c'est une mémoire sélective, c'est une mémoire partiale, c'est une mémoire oublieuse, dénuée de tout recul critique par rapport à elle-même. Et ce point est ici très important dans l'analyse d'Ernest Renan. Les membres d'une même nation se souviennent des gloires du passé et aussi des épreuves qui les ont rapprochés, mais ils oublient par ailleurs les violences qui les ont opposées dans le passé. Or, de telles violences ont nécessairement eu lieu. Elles font partie inévitablement du processus d'unification des nations par lequel elles se sont constituées. Renan reprend d'ailleurs ici un exemple, il reprend l'exemple de la France, pour montrer, je cite, que l'unité se fait toujours brutalement. La réunion de la France du Nord et de la France du Midi a été le résultat d'une extermination et d'une terreur continuée pendant plus d'un siècle. Il fait ici allusion à la croisade menée par le roi de France contre les Albigeois au XIIe et XIIIe siècle. On pourrait encore citer l'exemple des guerres de religion, qui ont ravagé le pays au XVIe siècle. On voit ici en tout cas que la mémoire collective des hommes d'une nation tend à refouler, j'emploie le terme freudien ici à dessein, elle tend à refouler les événements violents du passé qui ont opposé les hommes. Tout se passe ainsi comme s'il fallait que chacun des membres de la nation chasse de sa conscience les étapes douloureuses qui ont accompagné, au fond, l'unification de la nation. Et Renan tire une conclusion de cette observation, qui est peut-être discutable, mais je la présente. Selon lui, le lien national ne peut reposer que sur une forme de mythification du passé, d'où se trouvent écartées les pages noires de l'histoire commune. Je cite ici Ernest Renan, et je terminerai d'ailleurs par cette citation, notre deuxième étape. L'oubli, dit-il, et je dirais même l'erreur historique, sont un facteur essentiel de la création d'une nation. Je reprends cette citation. L'oubli, et je dirais même l'erreur historique, sont un facteur essentiel de la création d'une nation. Et il ajoute, et c'est ainsi que le progrès des études historiques est souvent pour la nationalité un danger. Alors, cette réflexion sur l'oubli est très importante pour Ernest Renan. Nous allons voir si elle est valable et en quoi elle peut éventuellement faire problème. Ce sera l'objet de la troisième séance.